Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'Horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Chers disciples de Horreur Québec, Metal Maniac, épisode 3, déjà, ça passe vite quand on a du plaisir. Épisode 3, entrevue avec Anouk Wissel, un tiers de Roadkill Superstar. Mais juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je voulais vous montrer quelque chose de cool pour les gens qui regardent la version vidéo. Je viens de recevoir dans ma tablette la bande dessinée, pour ce qui écoute, la bande dessinée de Among the Living d'Anthrax, un graphic novel de 80 de pages avec plein de gens, Rob Zombie, Greg Nicotero, plein de personnalités du milieu de l'horreur qui ont uni leurs forces pour créer une BD autour de Among the Living. Évidemment, là, il y a les gars d'Anthrax qui sont impliqués aussi. Puis, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Charlie Benante, batteur d'Anthrax et aussi très impliqué au niveau visuel, identité visuelle du groupe. Donc, ça va être pour l'épisode 4 au mois de juillet, le 13 juillet. Donc, restez branchés sur nos plateformes. Mais bon, pour l'épisode d'aujourd'hui, Anouk Wissel, Roadkill Superstar, que je suis depuis bientôt, je dirais, une quinzaine d'années. Donc, on a discuté d'un paquet de trucs. Évidemment, on a discuté de leur premier long métrage, Turbo Kid. Là, je suis en train de montrer la pochette de la trame sonore de Le Matos, qui fait toutes les trames sonores, en fait, là, des collaborateurs très de longue date avec la gang de Roadkill Superstar. Donc, ils font pas du métal, non, ils font du synthwave. Synthwave, qui est un sous-genre qui est quand même bien aimé des métalleux. Puis, bien évidemment, j'ai Alex avec moi, mon fier collaborateur. Salut Alex. Salut Christophe. Un grand fan de synthwave. On s'est dit qu'on allait changer un petit peu changer les idées un petit peu en jasant de quelque chose qui est moins métallique, mais quand même assez connexe, le synthwave. Puis Alex, il connaît ça. Donc, tu vas nous parler un petit peu des grands noms de la scène. Hein? Oui, en fait, c'est ça, pour faire habituellement avec les invités que tu reçois, soit qu'on revient sur des éléments de l'entrevue. C'est sûr que vous n'avez pas vraiment parlé de musique électronique avec Anouk, mais comme tu l'as mentionné, il y a le Matos qui fait la musique de leur court-métrage, de leur film, qui fait de la musique électro, qui s'inspire, qui fait partie un petit peu du mouvement du synthwave. Exact. Fait que ouais, je vais faire un survol. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est un genre qui me passionne particulièrement depuis quelques années. Et effectivement, on déroge du métal, puis là, le podcast, c'est métal et horreur. Mais il va y avoir quand même beaucoup de liens avec l'horreur, puis un peu avec le métal malgré tout. Puis comme tu l'as mentionné, il y a des métalleux qui s'intéressent quand même. En fait, il y a des métalleux qui font du synthwave. Oui, c'est vrai. Puis justement, excuse-moi de t'interrompre, le Matos, tu sais, étrangement, bon, évidemment, ils n'ont jamais fait de métal, mais ils ont déjà eu des t-shirts de band inspirés des logos death et black metal. Donc, il y a tout le temps une genre de connivence entre les deux univers qui sont très connectés dans l'horreur, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui ont des trames sonores de ce genre-là. Donc, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Puis là, justement, on parle justement aussi d'horreur. La synthwave, en fait, c'est un genre musical là, qui comporte aussi plusieurs sous-genres, un peu comme le métal. Ça découle essentiellement, justement, de la musique qui provient des années 80. Donc, il y a cette espèce de nostalgie des années 80, de la musique faite avec des synthétiseurs. Le mot synth le dit dans synthwave. Donc, une musique électronique. On s'inspire beaucoup du cinéma
un peu série B, mais film à petit budget d'horreur, de science-fiction aussi. Puis dans les années 80, bon, c'est sûr que John Carpenter est un icône. C'est une influence qui revient constamment, autant dans le cinéma d'horreur, puis dans le synthwave, c'est le nom qui revient tout le temps. Fait qu'on n'a pas fini d'entendre parler de John Carpenter. Non. Et puis, sinon, il y a d'autres artistes. Il y a eu Tangerine Dream, qui a fait beaucoup en fait, qui faisait de la musique électronique, puis qui a fait beaucoup de musique de films, des trames sonores comme Near Dark. C'est pour ça que j'ai mon T-shirt. Excellent. Et Near Dark, qui est réalisé par une femme. Des femmes dans le cinéma de genre, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je trouvais aussi que ça faisait un petit clin d'œil avec Anouk, qui est quand même dans un milieu du cinéma de genre qui est quand même dominé par les hommes. Les femmes, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Il y en a de plus en plus. Hein? Il y en a de plus en plus, exactement. Puis comme tu dis, bon, la réalisatrice de Near Dark, Catherine Bigelow, elle a eu une carrière incroyable. Maintenant, elle gagne des Oscars. Ça va très bien. Elle avait commencé avec justement Near Dark, qui reprenait essentiellement le cast de Aliens, et c'était la femme de de James Cameron plutôt à l'époque. Donc oui, bonne idée, beau chandail en passant. Merci. Donc c'est ça. Ça c'est un peu la base du synthwave. Les sources sont là. Donc le matos, effectivement, si la plupart des gens ont vu Turbo Kid ou même l'autre film Summer of 84, et les courts-métrages, même les Ninja Eliminator de Roadkill Superstar, la musique, elle transpire les années 80. Donc, on sent cette sonorité-là qui évoque les années 80. Et c'est aussi un genre qui a été popularisé, ou en tout cas qui a été mis plus en valeur dans les dernières années avec la série Stranger Things. Où il y a beaucoup de musique justement faite par synthétiseur qui touche un peu à ça. Ensuite, je te dirais qu'il y a des films comme le remake de Maniac. C'est un compositeur français, Rob, qui fait la musique électro. Le film It Follows aussi, plus un peu dans l'univers de John Carpenter avec les synthés. Souvent des sons assez simples, des structures assez simples, mais il y a quand même toujours une recherche d'atmosphère, de sonorité. Des textures. Exactement. Puis il y a toujours une espèce de niveau de musique un petit peu il y a quelque chose, des pulsations, en fait, qui peuvent susciter l'angoisse, l'inquiétude, le suspense, tout ça. Donc, si je ne m'abuse, excuse-moi, moi, ça me renvoie souvent aux trames sonores des films d'horreur italiens aussi, là. Les Goblins, les Fabio Frizzi, c'était beaucoup de synthé aussi, c'était beaucoup plus prog, mais je pense qu'il y a des racines, Giorgio Moroder aussi. Là, Exactement, oui. C'est en plein ça. Ces influences-là aussi se retranchent un petit peu dans tout ce mouvement-là. Il y en a qui vont aller plus dans ce qu'on appelle le rétro wave, donc vraiment plus des sonorités années 70-80, très inspirées justement de Moroder. Même Vangelis, qui a fait la musique de Blade Runner. Bon, on est plus dans science-fiction, mais il y a quand même cette atmosphère-là. Donc, il y a des artistes qui sont ressortis dans les dernières années, qui font plus parler d'eux. Puis, ces artistes-là, ils flirtent quand même avec l'univers du métal ou viennent du métal. Fait que là, j'ai quelques suggestions pour toi. On va aller plus dans le vif du sujet. Il y a, je ne sais pas si tu vas le voir comme il faut, si je le présente bien, puis si on le voit à l'écran, je peux peut-être avancer. C'est une petite cassette. C'est une cassette audio. C'est Ghost. Pas Ghost, le groupe dont on a parlé dans le premier podcast, mais Ghost, G-O-S-T, qui est un artiste qui fait de la synthwave, plus du dark wave. Donc, c'est très... le son est très quand même proche d'une espèce. Un peu. Ouais, puis quasiment techno dans le son, mais c'est très inspiré quand même du métal, avec l'imagerie du métal, comme l'espèce de personnage avec la tête de mort. Et il y a un autre artiste français. Là, j'ai la cassette ici aussi, je ne sais pas si on la voit bien. Perturbator, qui est un artiste français. James Kent, de son vrai nom. Les deux étaient sur le même label, Blood Music, qui est un label finlandais qui fait la promotion de plein de bandes métal, puis qui, à un moment donné, a un petit peu plus ouvert son catalogue justement à des artistes qui étaient plus dans le dark wave, cold wave. Puis Perturbator aussi, lui, au départ, c'était plus une musique qui allait... Qui était plus dans un univers sci-fi, un petit peu cyberpunk même, puis qui se rapprochait même de Blade Runner.
Et il vient justement de sortir un nouvel album qui s'appelle, là, si ma mémoire est bonne, c'est Lustful Sacraments, qui est un album qui évolue un petit peu. Lui, il s'en va plus vers le gothique. Et puis, il y a même un côté doom dans sa musique électronique. Il y a plus de guitares clean, mais qui ont un son très doom. Donc, là, il est allé, il va même chercher des inspirations plus de Joy Division, Depeche Mode. Il y a quelque chose, tu sais, dans l'évolution de sa musique, mais qui se rapproche quand même du métal parce qu'il y a toujours une espèce d'atmosphère doom, lourde. Ben oui, c'est ça qu'on en jasait un petit peu plus tôt, justement, pour préparer l'émission. Je suis allé justement écouter ça un petit peu sur Spotify, puis Depeche Mode, effectivement, là, j'ai ça qui m'a sonné, qui m'est venu aux oreilles. Puis juste aujourd'hui, j'ai vu que Ghost sortait aussi un album, je pense au mois d'août. Donc, ben évidemment, c'est ça, c'est un mouvement qui est très actif. Puis, c'est quoi, c'est devenu, tu sais, ça a sorti là, les nouveautés, tout ça, depuis peut-être une dizaine d'années environ. Hein. À peu près une dizaine d'années qu'il y a des artistes plus présents. Puis dans les 5 dernières années, il y a eu vraiment une explosion. Tellement là, que Perturbator, justement, dit que le synthwave est mort, là, dans le sens que tout le monde, il y en a tellement qu'il y en a trop. Fait que là, bon, c'est un bon moyen de faire parler de lui. Là. C'est comme quand on a dit Punk is dead, puis même le rock'n'roll est mort. Là. Bon. Mais Perturbator, justement, ça n'avait pas joué au EV Montréal, justement? Ou c'est possible qu'il a été un des artistes invités. Je ne serais pas surpris. Puis lui, en fait, je pense que même c'était un musicien qui venait de la scène black metal français. C'est un musicien français. Il est très attiré par la musique black metal avant de tomber dans le synthwave. Fait qu'il est encore dans l'électro. D'ailleurs, la musique de son dernier album, il y a beaucoup de sonorités, il l'a dit lui-même, là, qui s'inspire beaucoup encore des films d'horreur de série B. Puis il y a Carpenter encore qui revient évidemment dans certains moments de ses musiques. En tout cas, son nouvel album, moi, je le trouve vraiment excellent. Fait que bon, Ghost, Perturbator, c'est deux artistes qui sont assez se rejoignent aussi. La compagnie de disques, tout ça, dans le son un peu. Oui, qui collaborent aussi ensemble, qui sont prêts. Mais Ghost, en fait, est passé de Blood Music qui est rendu chez Metal Blade. C'est quand même un label metal qui a pris cet artiste-là. Donc, bon, ça donne quand même une idée de l'intérêt de plusieurs métalleux vers ce style musical-là. Puis les cassettes, là, est-ce que c'est quelque chose qui est populaire dans ce sous-genre-là? Parce que bon, ça fait avec les années 80, les rééditions en cassette. Il y a beaucoup de bands metal qui ont fait ça aussi. Oui. C'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Mais ils sortent leurs albums aussi en numérique puis en vinyle, là, comme plusieurs autres artistes. Mais c'est vrai que la cassette, il y a quelque chose dans le synthwave là, qui est très recherché. Là. D'ailleurs, l'album de Perturbator en cassette, il a été sold out, je pense, en l'espace de 24 heures. Là, il y en avait déjà plus. Je continue avec un autre artiste français. Les Français sont très présents dans la synthwave. Scène électronique, hein, de toute façon. Oui, c'est ça. Daft Punk, exact. Oui. Mais on a Carpenter Bru, qui est un artiste français. D'ailleurs, la pochette. Très belle pochette. Oui, puis l'intérieur est assez malade. C'est illustré, il y a beaucoup de stock avec beaucoup de références à plein de trucs, métal, horreur, vieux ordinateurs genre Commodore, puis vieux jeux vidéo. Carpenter Brut, d'ailleurs, sur cet album-là, Letter Teeth, qui est vraiment un disque un peu concept, si on veut, parce qu'il a fait une espèce de performance vidéo où il va reprendre la majorité du répertoire de cet album-là. C'est sur Arte. C'est un concert Arte qui se trouve sur YouTube. Ça s'appelle le Release Party. Puis c'est comme une histoire avec un peu qui joue avec les codes du slasher. Ah oui? C'est une fiction un peu. C'est comme un court-métrage, si on veut. Oui, c'est ça. En forme de performance. Oui, si on veut. Puis entre les mini-scène de l'histoire, t'as le band qui joue les tunes avec du monde qui danse. Pour vrai, c'est tellement cool, cette vidéo-là. Je vous la recommande fortement. Ce disque-là aussi est excellent. D'ailleurs, il y a 2 artistes qui contribuent vocalement. Il y a le chanteur de Grave Pleasure, qu'on a aussi connu avec le band Beast Milk. Grave Pleasure, c'est un groupe finlandais.
qui joue avec justement les codes gothiques, 80, Misfits, Joy Division, tout ça, avec un rock gothique. Je connais pas. OK, c'est vraiment excellent, Grave Pleasure. Il faut aller écouter ça aussi. Puis sinon, il y a le chanteur de Ulver, je ne sais pas comment on le prononce, Ulver, en tout cas le groupe qui était black metal au départ, qui a aussi évolué plus vers un son plus c'est rendu comme un peu, c'est ça, ambiant, qui est excellent aussi, soit dit en passant. Fait que qui chante, les deux chanteurs se retrouvent sur cet album-là. Ce disque-là est vraiment excellent aussi. Puis il y a beaucoup de guitare électrique, beaucoup de solos de guitare électrique, pas mal de références au heavy metal hurlant des années 80. Évidemment, le nom aussi. Là, eux autres, ils wear their influence on their sleeve, comme qu'ils disent les Américains. Hein? Ils s'en cachent pas. Carpenter Brut, en fait, c'est un DJ, mais il s'entoure de musiciens. Puis justement, sur le concert Arte dont je parlais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des musiciens live avec lui. Fait qu'il y a un vrai batteur, un guitariste qui l'accompagne. Fait que ça ajoute quelque chose de vraiment chouette. Oui, parce que on sait que la musique électronique, ça peut être ennuyant live. Un gars avec un laptop, c'est pas tout le temps super sexy. Là. Fait que oui, effectivement, avec un drum, tout ça, ça devrait être assez fun à voir. J'ai pas d'album avec moi pour les autres. C'est un duo, en fait, dont je veux parler. Un duo australien qui s'appelle Power Glove. Fait que déjà, le nom inspire plus les jeux vidéo, disons, là, avec le Power Glove de Nintendo. Mais ils sont quand même dans un univers assez sombre, eux aussi. Puis ils sont assez productifs. Là. Ils ont fait quelques albums. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Puis aussi, il faut parler du fait que c'est Power Glove en 2 mots. Oui. Et non le Power Glove en un mot. Parce qu'il y a un autre band qui est un band genre de métal, 8 bits. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il y a ce band-là que tu parles qui a fait la trame sonore de Far Cry 3 Blood Dragon, qui est à plusieurs égards dans les mêmes tals que Turbo Kid. C'est vraiment une trame sonore à la Le Matos. J'aime beaucoup Power Glove. C'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Puis ils avaient fait aussi la musique thème d'une série sur Netflix qui faisait un survol des jeux vidéo là, d'Atari jusqu'à, je pense, si je me trompe pas, ça allait jusqu'au Sega Genesis, quelque chose comme ça. Ouais, hein? Fait qu'il y avait un survol il y avait comme 5-6 épisodes d'une petite série sur Netflix, puis les autres qui avaient fait le thème, qui avaient signé le thème, qui était excellent aussi. Donc, c'est australien, hein, c'est ça? Oui, australien, c'est un duo australien, mais ils sont quand même, ils jouent aussi sur des thèmes assez sombres. Là. Il y a pas mal d'atmosphères assez sombres aussi. Fait que ça, c'est les groupes sur lesquels je voulais attirer votre attention. Je pense que c'est ceux-là qui vont peut-être rejoindre plus les métalleux. Puis tout leur univers aussi a des connotations à l'horreur, à la science-fiction, à la série B. Puis je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme effervescent mon affaire. Il y a un documentaire super intéressant qui s'appelle The Rise of the Synth. Est-ce que c'est récent, ça, ou c'est vraiment... Ça a été fait il y a 2 ans, je crois. OK. Là, je l'ai en VHS, mais c'est en Blu-ray, puis ça se trouve aussi en numérique facilement. C'est en VHS, c'est parfait. Oui, c'est un réalisateur espagnol qui a décidé de faire un documentaire sur justement cette espèce de mouvement de la synthwave. D'ailleurs, dans le documentaire, on retrouve des entrevues de Ghost. Je ne suis pas sûr s'il y a Power Glove, mais il y a beaucoup d'artistes. Carpenter Brut, justement, le DJ est là. Et ce qui est très intéressant, c'est que la narration est faite par nul autre que John Carpenter. Ah, ben là, c'est parfait, ça. C'est vraiment ce qui rend le documentaire, qui élève aussi le documentaire à pas juste des artistes qui parlent de la scène, parce que là, on fait un survol assez large de la scène synthwave. Là, on va plus dans des trucs même plus pop, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a John Carpenter qui enregistre avec un vieux micro, puis sur une vieille machine à cassette, il enregistre ses pensées sur comment faire les choses. Tu sais, il raconte un peu son histoire en même temps. OK. Fait que c'est ce qui est intéressant. Est-ce qu'il commente un peu les différents bands ou pas? Non, c'est comme s'il léguait en fait son expérience à d'autres artistes. Fait que, tu sais, c'est très sur le do-it-yourself. OK. Tu sais, prenez les moyens que vous avez, faites ce que vous aimez. C'est quand même assez inspirant, je trouve, comme documentaire. C'est vraiment c'est sympathique. C'est 1h20. C'est quoi le nom? The Rise of the Synth.
The Rise of the Sin, je pense que ça se procure, on peut l'acheter en ligne ou c'est sur certaines plateformes qui le présentent. OK. Ça vaut vraiment la peine. Oui. Et j'arrive à la fin de ma chronique, mais si tu me permets... Oui, mais juste avant, parce que là, tu viens de me montrer une cassette qui est en arrière de toi, pour les gens qui écoutent la version audio. Oui. On est dans la pièce de plein de VHS, de DVD là, d'Alex, puis on aime ça nous montrer des pochettes, tout ça. Puis là, je vois la pochette de Turbo Kid en cassette, je ne l'ai jamais vue. Montre-nous ça un peu. Là. OK, bon. C'est une belle grosse boîte. C'est une grosse boîte. Wizard Video. Là. Exactement. Et je te raconte pas les problèmes que j'ai eus pour avoir cette cassette-là, qui avait quand même coûté relativement cher. C'est ça, mais il n'y en a pas fait beaucoup. Hein? C'était en édition limitée, puis je pensais jamais la recevoir parce que le gars ne livrait pas les cassettes. J'ai après je ne sais pas combien d'échanges, puis des oh, elle est jaune, hein? Elle est jaune. Ah, magique. Ouais. C'est parfait. Ben, bravo. Oui, non, c'est vraiment un bel item de collection. Ben oui, je pense qu'il y en a eu peut-être quelques centaines. Là, je fais du bruit pour rien. Je vais la ranger tantôt. Mais là, oui, tu viens de parler d'un autre groupe ou... d'un autre projet, en fait, je me permets. Puis juste à côté de Turbo Kid, il y avait une autre pochette qui ressemble un peu au visuel de Turbo Kid. Ah oui, les exterminateurs de l'an 3000. Les exterminateurs de l'an 3000. Puis si je parle de ça, en fait, c'est que Turbo Kid font un clin d'œil, je pense, à ce film-là aussi. Justement, on voit le jeune garçon avec sa main. Ben oui. Donc, c'est de qui, ça? C'est un film italien? C'est un film italien. C'est ça, en fait, tout ça pour arriver à ma dernière suggestion, en fait, qui est mon projet. Je me permets une plug. Justement, j'ai un projet de rétro wave, qui fait plus référence aux musiques par synthétiseur des années 70-80. Mon projet qui s'appelle Evil Speak. J'ai pas de cassette, j'ai pas de vinyle parce que j'ai juste produit un EP qui se retrouve sur Bandcamp. Je mettrai le lien là, qui va apparaître ici avec la pochette à côté de moi. C'est un EP de 6 titres, puis c'est un exercice de style au pluriel, je dirais. Je voulais faire un survol de plein d'influences, justement John Carpenter, Giorgio Moroder, Vangelis, Tangerine Dream aussi, puis plein de clins d'œil à la série B italienne. Donc, une des titres qui fait référence aux exterminateurs de l'an 3000 que j'ai intitulé Le survivant de l'an 3000. Les Italiens étaient bons pour faire des pastiches. Oui. Ça, ce film-là, c'est comme une espèce de pastiche. C'est un spin-off de Mad Max dans les faits. Mais du post-apo italien, il y en a eu plein, hein, puis on aime ça. Oui. Donc, on est vraiment dans l'univers de Mad Max. Le méchant est quasiment pareil que l'espèce de bonhomme. C'était l'acteur qui jouait dans Commando. Son nom m'échappe. En tout cas, il fait le vilain de Road Warrior. Ouais. Ils ont fait un espèce de personnage méchant là-dedans qui est exactement la même chose. Donc, c'est ça. Je voulais faire un clin d'œil aussi à cet univers-là. Et ça boucle un peu la boucle avec justement Roadkill Superstar, dont les influences sont clairement les mêmes. Tout à fait. À ce niveau-là, du cinéma des années 80, la série B, cette musique-là électronique. Mais là, il va falloir nous faire des cassettes là, avec ton projet Evil Speak. Ouais, il faudrait que je me lance une espèce de campagne parce que ça coûte, c'est niaiseux, là, mais faire des cassettes, mine de rien. Au pire, là, tu sais, sérieux, là, je vais t'en acheter des vierges, là. Tu vas me l'enregistrer dessus. Oui, je pourrais faire des bootlegs. Homemade. Ouais. Non, mais tu sais, pour vrai, les démos, là, beaucoup de bandes métal puis non-métal qui ont commencé comme ça, en faisant des cassettes, qui envoyaient ça aux maisons de disques. Puis aussi, tu sais, au début des années 80, il y avait tout un mouvement de tape trader. Tu sais, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'artistes Voivod qui se sont fait connaître comme ça, tu sais, puis Metallica, puis toutes les bandes. C'est eux autres qui les faisaient chez eux en écrivant le nom sur la cassette. Fait que, c'est le bon vieux temps. Exact. Je te mets au défi de me faire une cassette. Puis éventuellement, dans les prochains épisodes, on verra si tu as relevé le défi. OK, pas de trouble. J'ai une couple de cassettes vierges encore ici. Puis Evil Speak, ça vient d'un film avec Clint Howard, le frère de Ron, qui est un film
début des années 80 où il y avait ce type-là qui faisait un genre de pacte avec le diable, mais avec son ordinateur. Exactement. Quoi de plus cheesy puis de plus années 80 qu'un jeune qui se fait intimider dans son école privée puis qui veut se venger en faisant des incantations sataniques, puis qu'il y a une espèce de prince du mal qui sort de son Commodore. Ou je sais pas, ça fait 1 million d'années que j'ai pas écouté ce film-là. Mais oui, l'ordinateur était giga parce que ça devait être un film de 82-3, là, genre. Ouais, pas plus que ça. Peut-être. Ouais, début 80. Fait que oui, Evil Speak, c'est un. D'ailleurs, la pièce titre de mon EP qui est Evil Speak aussi, qui est justement un petit extrait audio d'une des scènes clés du film. Voilà. Ben, c'est excellent. Chers auditeurs, allez écouter Evil Speak. Ça se trouve sur Bandcamp. Il y a des tonnes sur YouTube aussi. Pas sur Spotify, par exemple. Mais c'est pas grave parce que voyons, Bandcamp, un vendredi par mois, donne tous les fonds aux artistes sans frais. Donc, Bandcamp, ils sont gentils avec les artistes. Mais Spotify, on les aime quand même. Hein? C'est là que je mets le podcast ici tous les mois. Donc, excellent. Merci pour ce beau survol, Alex, du synthwave, de la musique. Grand plaisir. Merci à toi de me laisser en parler. Ben là, c'est la moindre des choses, c'est le fun. Puis même si c'est pas du métal, les métalleux, on est réputés comme pour étant des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est pour ça que justement, il y a eu de ces groupes-là qui ont fait des tournées avec des bands qui étaient plus lourds, puis ça se marie très bien. Heavy Montréal, ils en ont programmé dans les dernières années. Je pense que Décibel, le magazine Décibel aussi a une petite colonne où il y a des suggestions là, d'artistes issus de cette scène-là. Puis, comme tu disais tantôt, l'artiste qui a été essayé sur Metal Blade, il y en a sur Relapse aussi, tu sais, Zombie. Un band qui est peut-être un peu plus prog, mais il y a des éléments quand même beaucoup de synthé. Donc, ils sont signés sur Relapse. Donc, c'est toujours, tu vois, là, la connivence. Oui, exact. Donc, aussi, vous irez écouter, les chers auditeurs, la playlist qui accompagne l'épisode. Donc, il va y avoir tout plein de synthwave. Aussi, les chansons, les groupes dont on a discuté, moi et Anouk. Des trucs un peu plus lourds aussi. C'est une fan de métal extrême, même si elle aime son matos aussi. Donc, vous pouvez l'écouter aussi en même temps que l'épisode, ça dure la même durée. Donc, moi puis Alex, je te souhaite à la prochaine. On se reparle donc pour le prochain épisode. Puis donc, je vous laisse avec mon entrevue avec Anouk Wissel. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Je t'avais pas dit, en fait, les deux premiers invités, je demandais d'être dans un background, un setup où on voyait bien la passion des gens pour l'horreur, puis j'ai pas eu besoin. Hein. C'est parfait. C'est pas super. C'est excellent. Hey, content de te voir. Ben, pareillement. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, là. Et puis c'est déjà commencé. On commençait comme ça. Là. Moi, je ne fais pas semblant de commencer l'entrevue. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, Anouk, c'était Heavy Montréal 2019. Je pense que on s'est vu genre une milliseconde entre deux shows. Je courais, je t'ai vu avec François, puis je t'ai salué. Puis je pense, pour vrai, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, à moins qu'on se soit vu à SPAS après à l'automne, mais je ne suis pas allé beaucoup à SPAS 2019. C'est ça, oui, mais je pense que tu as raison. Puis je pense que c'est un peu dans les événements qu'on se voit, puis on se rencontre, puis on se croise rapidement. C'est souvent dans des shows. Exact. Ben oui, moi je commence ça habituellement avec une petite biographie de mon invité. Je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Jean-François Rivard puis Sébastien Croteau. Jean-François Rivard que tu connais, on en reparlera un petit peu plus tard. Anouk Wissel,
tu es membre en règle de Rollkill Superstar, RKSS pour les intimes, avec ton frère, évidemment, Johan Carl, et ton homme, François Simard. Hey, 21 ans que vous êtes ensemble. Ouais. C'est beau. Ça donne espoir à tous les gens qui sont en amour ou en peine d'amour. Hey, ça peut durer. Vous êtes jeunes en plus, c'est fantastique. Vous travaillez ensemble. En fait, on en reparlera un petit peu plus tard, mais juste terminer la bio rapidement. En fait, RKSS qui fait partie aussi du collectif Les Enfants Terribles, que vous avez fondé avec un paquet d'amis, dont les gars de Le Matos. On ne peut pas dire du Matos, c'est Le Matos, le nom du band électro que j'adore. J'ai précommandé le vinyle Ninja Eliminator que ça arrive à la maison. Tu portes plusieurs chapeaux, en fait, pas présentement, là, on voit que des cheveux. Tu es réalisatrice, surtout, scénariste, parfois actrice. Je pense que la première fois que je t'ai vu en vrai, mais pas en vrai, en faux, hein, à la télé ou sur un écran, c'était justement dans un film, dans le Bagman. Tu es aussi animatrice 2D, tu étudies au Cégep du Vieux-Montréal. On a déjà vu des courts-métrages de toi, soit sur les DVD de Bagman ou même à Space, je crois. Ici, BC Grampy, ça avait passé à Space dans le temps. Oui, ça avait passé à Space, oui. Et aussi, tu es une extrême métalleuse. On se voyait dans des shows de métal assez brutal. Et tu es une hardcore gamer aussi. Je pense que tu joues pas mal à des jeux vidéo. J'ai vu des trucs passer sur les yeux à Call of Duty. Donc, t'aimes plein d'affaires. C'est le fun. Moi aussi. Un podcast tout nouveau, tout frais. 3e épisode avec toi ce soir qu'on enregistre, qui parle de métal, qui parle de films d'horreur, évidemment, puis un petit peu de jeux vidéo. J'ai le goût de jaser de jeux vidéo un petit peu avec toi aussi, parce que j'aime bien ça. Je travaille chez Ubisoft, ça me passionne, les jeux vidéo d'horreur. Mais je veux finir ta bio. Puis là, on dirait que c'est devenu un leitmotiv à date. Là. Mes biographies sont tellement longues. On dirait que je veux tout dire. Je t'ai vu, évidemment, on a parlé de Bagman tantôt. Je t'ai vu avec tes comparses dans Poultrygeist en 2006, alors que vous commenciez déjà les courts-métrages, tout ça, vous avez participé à une production Trauma de Lloyd Kaufman. Ensuite, rapidement, il y a eu Total Fury, très cool court-métrage hommage au cinéma d'action. Et il y a eu, évidemment, c'était dans l'ère du temps à ce moment-là, il y avait eu Grindhouse qui était sorti de Tarantino Rodriguez, plein de fausses bandes-annonces. Puis il y avait évidemment avec les soirées trailer qu'il y avait à Space, ça se prêtait bien à ça de présenter ce genre de fausses bandes-annonces pour des films qu'on aurait aimé voir, comme Red Dead, qu'on voyait justement en badass guerrière armée d'une 12 à pompe puissante. Demonitron aussi, hommage au cinéma italien. Les Ninja Eliminator que j'ai adoré. Justement, vous avez ressorti des versions remasterées des films. C'est vraiment cool. Puis évidemment, il faut que tout le monde vous connaît maintenant pour Turbo Kid, ça a commencé avec un court-métrage qui participait à un concours, ABCs of Death. Vous êtes arrivé en 2e position, mais c'est pas grave. C'était tellement cool, ce petit cours-là avec Yves Corbeil. Puis évidemment, vous avez pu porter ça au grand écran. Puis finalement, un 2e long-métrage, Summers of 84. Bon, j'ai terminé la bio. Vraiment beaucoup de matos depuis une quinzaine d'années déjà. C'est fou, pareil. Ça va vite. Puis on vous a vu rapidement là, dans C'est comme ça que je t'aime de Jean-François Rivard en 2020. Commençons donc par ça. Comment c'est arrivé, ce petit caméo-là? Nous, on est bien fans de Jean-François Rivard. Puis on s'est croisés aussi plusieurs fois. Je pense qu'on se trouve bien sympathique, tout le monde. On a les mêmes intérêts aussi. Puis, déjà, métal, horreur, on se rejoint là-dedans. Jean-François, je le cause dans plein de shows. Tu sais, à un moment donné, qui se ressemble, ça semble. C'est ça. Puis, c'est ça, il nous a juste demandé, dans le fond, si on avait le goût de juste venir faire des petits caméos sur sa nouvelle série. Puis nous, c'est ça, on a dit oui. Là, on est allé jouer le jeu. Là, fait que c'était super trippant. Là.
Puis ce costumé, c'est pas trop tannant, vous êtes comme un peu habitués, souvent. Dans vos premiers films, surtout, vous étiez souvent acteur par la force des choses, vous étiez sur le plateau, OK, pas de problème, François se laisse passer la moustache, puis ah ouais. Ça marchait bien avec votre univers déjà. C'est ça, puis c'était bien le fun de le voir travailler aussi, là. C'est beau à voir, là. Ben, c'est sûr que, Jean-François, il y a une belle expérience dans le milieu, puis c'est le fun aussi de voir des différents styles. J'imagine pour des réalisateurs comme vous, de voir quelqu'un travailler, OK, comment il dirige ses acteurs, comment il travaille avec l'équipe technique, tout ça, ça va être super intéressant. Ben c'est ça, tout le monde a comme son style, mais c'est le fun justement d'aller voir ailleurs qu'est-ce que les gens font, puis comment ça se passe sur leur plateau, là. C'est toujours motivant. Ah, ça donne clair. Le goût aussi d'aller sur le prochain plateau, notre prochain plateau. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est clair. Là, présentement, si on parle de l'actualité, avant de tomber dans la nostalgie, parce que mon podcast, c'est un peu à propos de ça. C'est quoi les films qui nous ont inspirés? C'est quoi la musique qu'on écoutait quand on était jeune, tout ça? Mais présentement, je sais que Turbo Kid, il y a des trucs qui se passent. Il y a une bande dessinée qui sort, une autre bande dessinée qui sort avec Jake Dion à la plume. Ça, c'est cool. Un jeu vidéo de Turbo Kid. Génial, pour vrai. J'ai vu la petite bande-annonce rapide, évidemment, musique, le matos, mais un trip années 80, Metroid, Castlevania. Comment c'est arrivé, ça? C'est l'idée de qui, ça? Ben, c'est... en fait, on avait déjà parlé de l'opportunité peut-être de faire un jeu vidéo. On est des gamers, les trois de RKSS. Fait que, puis il y a beaucoup d'inspiration aussi de jeux vidéo. Il y a du Megaman dans le pouvoir du kid. Puis c'est ça. Donc, je sais qu'on avait fait le Kickstarter aussi ou l'Indiegogo. Je sais pas, j'ai peut-être pas nommé la bonne plateforme. Puis on avait parlé qu'on voulait faire un jeu vidéo, puis la BD, puis tout ça. Puis tout s'est un peu concrétisé. Puis le jeu vidéo, c'est ça, on a trouvé les bons partenaires avec Outer Minds. Qui sont vraiment, ils sont passionnés. Nous, on tripe de travailler avec eux autres aussi, là. On dirait qu'ils ont tous saisi nos inspirations, ils ont tous saisi nos passions, ils comprennent, là, ils nous ont comme présenté même, la première fois qu'ils nous avaient présenté un genre de teaser de ce que pourrait être le jeu, là. Déjà, on était comme tombés en amour, là. Il y avait même adapté la musique du matos, le thème oui, c'est ça. C'était écœurant. Ils sont vraiment talentueux, puis ils mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font aussi. Puis nous, ça fait déjà quelques années qu'on voit un peu, puis qu'on en parle, puis tout ça, puis qui nous tease avec des petites affaires comme ça. Puis c'est ça. Donc là, ils sont prêts à montrer des choses, puis on a vraiment hâte nous aussi de pouvoir en dire plus, là, parce que... oui, c'est sûr, hein? Parce que, évidemment, il y a un plan de code, tout ça, puis tu sais, c'est pas simple, monter un jeu vidéo, tu sais, je le sais, ça fait 14 ans que je suis dans le milieu, puis tu sais, là, on parle pas d'un AAA, c'est quand même quelque chose de, tu sais, un peu plus à la hauteur humaine, je dirais, ça doit être une petite équipe qui travaille là-dessus. Ils sont combien à être dans cette équipe-là? Est-ce que tu sais? Une cinquantaine, genre? Elles sont moins que ça. Mais c'est ça. Ils travaillent à temps plein sur ce projet-là. Non, c'est vraiment génial, pour vrai. C'est un no-brainer. Tu regardes, comme tu dis, les influences que vous aviez eues pour mettre dans ce film-là, puis ça allait de soi. Puis après ça, c'est de trouver un bon fit pour la collaboration, des gens, comme tu disais, qui comprennent qu'est-ce que c'est, que tu n'as pas besoin de réaligner toujours le tir pour dire « Ouais, ça, c'est un peu off de ce que la brand est rendue. » Tu sais, ce qu'elle m'a rendu un peu une brand, là, sur Turbo Kid. Et c'est très cool, comme avec, justement, Jake Dion, tu sais, que j'imagine ça a été assez facile de collaborer avec lui. C'est un peu plus simple, un projet de BD, hein? Il y a moins de jeunes impliqués, c'est plus direct. Mais parle-moi de ça un petit peu avec Jake, comment ça s'est passé, puis c'est quoi la suite des choses? Oui, bien, Jack, j'ai comme de la misère à me rappeler quand est-ce qu'on a commencé à être amis avec lui aussi, là, puis à triper aussi sur ce qu'il fait en tant qu'artiste. Puis ça s'est fait comme un peu naturellement quand on a commencé la préparation, la prep qu'on appelle de Turbo Kid, le long métrage.
on voulait avoir des storyboards, puis on était comme tout s'est fait un peu rapidement, on n'avait pas le temps. D'habitude, c'est nous qui les faisons. Puis, oui, c'est ça, tu sais, toi, tu dessines, puis je pense que François, François aussi. Oui, les deux, c'est ça. De films, tout ça. Fait que c'est ça, puis là, on avait comme pas le temps, puis ça a été comme, on s'est dit, on va approcher Jake pour qu'il fasse nos storyboards. Fait que ça a commencé un peu comme ça, notre première collaboration professionnelle. Fait qu'il a fait les storyboards pour Turbo Kid, puis après, on dirait que c'était naturel. Une fois qu'on a voulu commencer à faire une BD, puis on voulait faire une BD indépendante, mais c'est qu'on on a approché Jake aussi pour ça parce qu'il aussi connaissait le projet, puis on avait déjà trippé avec lui là-dedans. Fait que c'était comme ça s'est fait naturellement. Là. Ouais. Puis le processus pour la bande dessinée, parce que là, présentement, ce qu'on vient d'annoncer, c'est une deuxième bande dessinée, parce qu'il y avait déjà eu quelques numéros. C'est-tu 2 numéros qui étaient parus déjà? Oui, il y a 2 numéros. Là, c'est comme une nouvelle édition, dans le fond, pour l'instant, de ces 2 numéros-là. Je ne peux comme pas trop en dire parce que ça va être. On va en annoncer un peu plus là, par rapport à ça, mais il va y avoir quand même là, des petits trucs bonus dedans quand même. Là, mais... Super, excellent. Fait que là, on a parlé un petit peu de BD, un petit peu de jeux vidéo, mais parle-moi de... Parce que, avant de pouvoir écouter des films d'horreur, puis d'aller dans des shows métal, moi, je commençais à jouer à des jeux vidéo, Nintendo, tout ça. Chez vous, ça a commencé comme ça? Oui, nous, je pense que la première console qu'on a eue, c'est un Texas Instruments, c'était le TI, je ne pourrais pas me rappeler du chiffre, puis c'était comme c'était Munchman, je pense, qui était une version de Pac-Man, mais... OK. C'est un clavier avec un gros écran, puis... C'est ça, c'était comme un clavier, tu mettais la cassette, c'était des cassettes, même des cartouches. Okay. Je mettais la cassette dedans, puis on avait un petit joystick. Là. C'était pas le. Donc, moi, j'ai pas eu l'Atari, là. Ça, c'était ma première console. Puis mon père, il tripait aussi. Il faisait de la programmation dans ce temps-là aussi pour nous faire un peu d'autres jeux. Puis après, il faisait de beaux jeux. Oui, il programmait des petits jeux. Ouais. OK. Wow. On a encore les livres. Ton père, est-ce qu'il travaillait là-dedans dans le jeu vidéo de programmation? Pas du tout. Il était biologiste médical dans ce temps-là. C'était comme un hobby. Oui. Ouais. Oh, puis, wow! Après ça, on a eu le Nintendo, le classique. Puis, c'est quoi le premier jeu qui t'a fait capoter? Là? Le premier jeu qui m'a fait capoter, je pense que c'est bien simple, c'est Super Mario Bros. Qui a été mon premier jeu, dans le fond, que j'ai joué. C'était celui qui venait avec la console. Ouais. Puis j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer à Super Mario Bros. Là. C'est iconique, c'est pour vrai. Puis en plus, ils ont gardé la brand vivante, puis aussi pertinente. Parce que ça peut, on en a vu plein de marques qui n'ont pas été capables de se renouveler, puis que, ça comme, mettons, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Doom, ça, c'est très iconique. Puis, la marque, elle a pris des chemins différents. Puis, elle s'est vraiment rendue complètement différente. Mais Mario, c'est encore un peu tout le temps le même feeling quand tu joues à un jeu de Mario aujourd'hui. Mais c'est pas un jeu d'horreur. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu es capable de te rappeler du premier jeu, genre, qui était un peu weird, un peu épeurant, que tu as joué, ou avec une imagerie. Moi, là, on top of my head, là, ça serait Golden Goblin à l'arcade, qui était c'était trop dur. Là. C'était comme le jeu le plus dur au monde. Ça coûtait tellement cher de 25 cents à l'arcade. Mais je le trouvais tellement cool avec les petits zombies qui sortaient de la terre. Puis il y avait plein d'imagerie un peu fantastique. Et moi, ça me parlait beaucoup, ce jeu-là. J'ai jamais été un immense gamer, mais ça, c'est dans mes classiques. Là. Ouais, je comprends, c'est un très bon classique. Je me rappelle, il y a Freddy the 13 qui était comme pas vraiment jouable. Ouais. On l'avait chez nous, puis c'est ça serait celui peut-être que je me rappelle du plus loin. Au Nintendo. Oui, au Nintendo, en mauve et turquoise. Ouais. Mais je me suis pas rendue dans ce temps-là, je me suis pas rendue vraiment loin, mais je me rappelle, c'est traumatisant, là. Il y avait comme, quand il y a un enfant qui était puis quand il y avait un enfant qui était en détresse, là, puis il y avait son petit icône qui flashait, puis il y avait comme la petite sonnerie qui faisait comme pipi, pipi, pipi. Il fallait que tu te dépêches, puis ouais, non. Ça, c'en est un pas pire. Il y a Castlevania aussi qui était un très grand classique, ouais.
Ouais, parce que tu sais ça, Castlevania, tu sais, bon, je vais pas rien enlever à Friday the 13, les films, tu sais, iconiques, tout ça, mais le jeu en tant que tel, on était quand même assez loin de l'expérience d'écouter le film. Tu sais, il y avait, à part la musique, puis la pochette, tu sais, qui était vraiment cool, tu sais, que c'était Jason du 7e, je pense, là, qui était vraiment cool. J'ai lu la cassette, je la possède, j'ai joué un peu, mais c'est assez... un petit peu boring aujourd'hui. Je pense que je préfère jouer au jeu Nintendo de Jazz parce que il est vraiment beau, le 8-bit, là, il est vraiment nice. Mais Castlevania, ça, c'était cool. Pour vrai, là, tu avais du gothique, puis du vampire, puis juste le gameplay aussi. Là, c'est le genre de truc, on avait le goût de passer des heures à jouer à ça. Là. Ouais. La musique aussi, il y avait la musique était là aussi, était bonne. Puis, ouais. Ah ouais. C'était toute une atmosphère. Ouais. Puis toi, bon, tu joues encore aujourd'hui. Donc, tu as suivi l'évolution des jeux vidéo. Avant, il fallait vraiment qu'on ait l'imagination fertile pour embarquer dans ces jeux-là, parce que des fois, il n'y avait pas grand-chose. Là. Bon, quand ça commençait à être, comme les jeux que ton père te programmait, là, c'était assez, j'imagine, cru, là, ce qu'on voyait. Oui. Fait que, puis bon, quand tu es enfant, tu en as de l'imagination, mais plus ça allait, plus d'une console à l'autre, on avait un upgrade de graphique. Puis, moi, je me rappelle, puis je ne veux pas voler ta réponse, parce que ma question, c'est quoi le premier jeu qui t'a fait peur? Un jeu qui m'a fait peur. Ben, des gamers, il y a un jeu en particulier, mais je veux juste voir si c'est le même que le mien. T'sais. Le premier jeu qui m'a fait peur, c'est pas si loin que ça quand même, c'est Dead Space. Je dirais que c'est celui-là. Ou peut-être non, c'est vrai, il y a eu, j'ai skippé Silent Hill. Silent Hill, totalement. Ouais. Qui était avant Dead Space quand même. Fait que, mais Dead Space, j'ai été un gros fan. Le premier, à quel point, au niveau gameplay, là, je trouvais que ce qu'on faisait, ça faisait du sens. On était un ingénieur. En plus, il n'y avait pas de menu. Hein? C'était sur notre saut, sur notre espèce de gun, notre outil, en fait. Puis avec le côté apesanteur, je trouvais tellement que c'est réussi. Puis quand il y avait des puzzles à faire, on les faisait pour une raison, pas juste pour trouver une clé ou ouvrir une porte, c'est parce que on allait mourir. Là. Il y avait vraiment un vrai feeling de réalisme. Puis, comme tu dis, c'était creepy. Là. Les créatures étaient dégueulasses. Puis, moi, si je recule un petit peu avant, Silent Hill, excellent exemple. On est vraiment là, dans un truc un peu à la Carpenter, là, vraiment cool, vraiment weird. Puis quand ça shiftait, là, on était dans l'espèce de dimension parallèle. Là. Ouais. Fuck, hein, on n'avait jamais rien vu de tel. On était comme dans quelque chose de quasiment satanique, weird, c'était pas normal. Mais c'est drôle parce que ces temps-ci, j'étais en train de faire la rédaction, une espèce de rétrospective, de Resident Evil. Ça, c'est le premier jeu qui me fout dessus la chienne. Là, quand le premier, c'est peut-être le deuxième, en tout cas, premier ou deuxième, on avait loué une console, moi et mon frère, quand j'étais petit. Puis, on avait joué toute la nuit. Puis, à un moment donné, là, je pense que c'est dans le premier, il y a un chien qui passe à travers la fenêtre, là, puis il se fait un saut. Puis quand tu parles de ça à quelqu'un qui a joué à ce jeu-là, t'as fait le saut à la même place. Là. C'est ça. Quand même, puis tu sais, même là, quand tu regardes aujourd'hui les jeux, c'est fou le photoréalisme qu'on peut avoir, mais à l'époque, ça, c'était capoté. On n'avait jamais rien vu qui était aussi réaliste. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Puis, il me semble aussi, là, les premiers Resident Evil, c'était ça aussi, c'était qu'il y avait des jeux de caméra aussi, changer les angles de caméra, t'arrivais dans un tableau, ça changeait, fait que là, t'étais là, puis même juste l'angle de caméra te rendait nerveux parce que tu disais, mon Dieu, il va arriver quelque chose. Ouais. Parce que là, pourquoi? Ça t'a surpris, c'est ça, c'était, Non, c'était... Puis, tu sais, il était très cinématographique aussi, c'était ces jeux-là, ces premiers jeux-là, tu sais, c'était très Romero, tu sais, les films de zombies, puis, tu sais, je sais pas, je peux te demander, qu'est-ce que t'as pensé de la série de films avec Mila Jovovich, de Paul W.S. Anderson? C'était ça. C'était d'autres choses, hein? C'est ça. Mais on dirait que c'était autre chose. Je sais pas, j'ai pas senti le lien tant que ça. C'est comme étrange. C'est comme si... Il n'y avait pas l'amour de la franchise. On dirait que c'était vraiment de prendre ça
puis de prendre le nom, puis probablement que le réalisateur, c'était pas un vrai fan d'horreur pur. C'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus action. On était comme dans Matrix. C'était vraiment là, des sauts en cuir, puis du bullet time. Puis c'est sûr que c'était pas tellement longtemps après de Matrix, mais c'est pas une raison pour se copier. C'est ça. Ils ont utilisé probablement, comme tu dis, le trademark du jeu pour faire sortir un film qui allait vendre sous le nom. Ouais. Ça a marché. Hein, puis bon, ils ont repris certains trucs. Ouais. Umbrella Corporation, c'est là. Puis le virus. Puis bon, certains des monstres iconiques, on les voit arriver parfois. Sauf que, je sais pas, hein, c'est ça, hein, une adaptation de quelque chose qu'on aime. Souvent, ce qu'on a vu en premier, c'est comme The Walking Dead. Moi, la BD, je suis capoté. Puis quand je suis arrivé avec la série, même si c'était Frank Darabont, je suis comme... c'est un peu off. Chacun ses goûts. Il y a beaucoup de monde qui ont adoré The Walking Dead, là, mais moi, je me suis acharné pendant 3 saisons. Puis à un moment donné, j'étais juste capable du acting. J'ai fait non, j'arrête. Mais, je me rappelle, j'ai pas trop haï ça, par exemple, même au début. Mais au début, je me rappelle que j'étais réfractaire un peu parce qu'ils ont pris des libertés dans le scénario. Puis au début, j'étais comme pas sûre. Mais on dirait comme finalement, j'ai aimé ça, les libertés de scénario qu'ils ont pris, puis je me suis attachée à cette série-là, mais on dirait que j'ai vraiment fait un genre de split entre les deux, puis c'était autre chose aussi, là, c'est ça. Tu lisais la BD aussi, là? Oui. Ouais, mais j'ai arrêté ça aussi, j'étais en retard. J'étais en retard sur les deux, là. Ouais, puis je comprends ce que tu veux dire aussi, d'essayer de faire justement la part des choses en 2 médias, parce qu'à quelque part aussi, tu racontes les histoires différemment. Il faut le faire différemment aussi. Puis c'est bien correct, qu'ils se l'approprient, puis qu'ils prennent des libertés, puis qu'ils l'amènent ailleurs, parce que c'est ça que tu veux. Puis c'est génial que Walking Dead ait existé pour la télé, parce que ça a dû ouvrir des portes à plein de monde. T'sais, mettre du gore autant à la TV, wow! Là, pour vrai, chapeau. Là, ouais. Greg Nicotero puis le KNB, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'était gore en salle. Sauf qu'à la bande dessinée, moi, si je retourne au matériau originel, c'est la seule BD dans ma vie là, que j'avais de la peine. Puis, j'ai pas, encore une fois, je suis pas un ultra gros lecteur de bande dessinée, mais quand j'ai commencé à lire cette BD-là, j'ai tellement trippé, puis j'avais de la peine quand les personnages mouraient. Ouais. J'y croyais, il était tellement bien écrit. Puis, c'est ça, le Walking Dead, c'est les personnages, puis les zombies, c'est accessoire, c'est le contexte plus. Là. Mais est-ce que vous avez... Là, clairement pas, mais est-ce que vous avez eu peur un peu d'adapter un truc comme Turbo Kid dans d'autres médiums, puis que c'est pas vous autres qui contrôlez complètement le truc? C'est comme une bande dessinée, bon, j'imagine qu'il y a eu une collaboration assez proche avec Jake, mais un jeu vidéo aussi, c'est quand même assez gros, là, laisser le bébé un peu, là, ben, c'est tout le temps un peu, au début, c'est stressant, là. C'est vraiment stressant, mais ils nous ont vraiment mis en confiance. Par exemple, Otterman, c'est ça qui est cool. Puis on est là en tant que consultant, fait qu'on voit tout ce qu'ils font tout le temps. Ils nous présentent toutes leurs... Mais en même temps, qu'est-ce qui est... C'est ça, c'est que c'est stressant, mais en même temps, c'est super trippant de les voir, eux, s'approprier ça. C'est stimulant. Mais c'est ça, avec autant de passion, puis avec tout le respect aussi, là, parce qu'ils ont vraiment tout saisi, puis ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps en train de nous demander est-ce que ça fonctionne dans l'univers, tout ça. Ouais. Ils sont... Puis... c'est une collaboration, carrément. Oui, vraiment une collaboration. Puis nous, on aime ça aussi que quand on collabore avec des gens qui se sentent aussi motivés puis qui aient la liberté aussi de création parce que c'est là que la passion va sortir aussi puis que le résultat va être à la hauteur de ce qu'on espère sortir là aussi. Ouais. Exact. En tout cas, c'est super cool. Puis, en tout cas, peut-être tu peux pas le dire, mais j'espère que le matos est impliqué au niveau de la musique aussi, de ça. Puis connaissant JP sûrement, mais en tout cas, on va suivre les réseaux sociaux. Turbo Kid The Game, Turbo Kid Game, The Game. En tout cas, je ne me rappelle plus comment c'est écrit ces réseaux sociaux. Là, mais, je suis pas bonne, hein? Je sais pas. C'est pas grave. On va trouver. Puis, on va maintenant, on va switcher coq à l'âne carrément, mais d'un genre chandail métal, c'est pas si coq à l'âne que ça.
Le métal, c'est bon pour la santé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de show. On s'ennuie d'aller voir des shows. Là, aujourd'hui, on est chanceux parce que notre premier ministre a annoncé les mesures de déconfinement, puis que là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On va sûrement pouvoir voir des shows un jour, dans quelques mois peut-être. Toi, ça a commencé comment, ton amour pour le métal? Mon amour pour le métal? Ouais. Mon Dieu! Je sais que François, c'est un gros métalleux, depuis pas mal tout le temps. Est-ce que ça a commencé quand tu as rencontré François ou avant ça, tu étais quand même into? Oui, c'est avant ça. C'est avant ça. Mais je pourrais dire comme quand j'étais enfant, mais c'est un peu, j'imagine aussi, j'ai un grand frère aussi. Fait que mon grand frère m'a quand même influencé quand j'ai grandi parce que j'étais en contact avec du métal, de la musique qui bûche. Puis, c'est un peu aussi ça avec les films d'horreur. J'ai vu des films d'horreur trop jeunes à cause de ton frère, j'avais un grand frère, c'est ça. Mais je me rappelle une des premières cassettes que j'ai mis dans mon Walkman. Toi-même, là, ouais. C'était pas moi-même. C'était du Def Leppard, tu sais. Puis après, je suis allée avec Guns N' Roses, puis Metallica. Def Leppard, moi aussi, ça a été un des premiers, pour vrai, là. Hysteria, là, ça a été un de mes premiers bands rock un peu lourd. Def Leppard, quand même, ça a déjà été un peu plus élevé. Si on recule avant Hysteria, c'était plus rock, c'était plus hard rock. Hysteria, c'est plus produit, mais moi, j'étais en 6e année, là, puis c'était comme « Wow! C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue de ma vie. » C'est ça. Puis moi, je me rappelle, c'était la cassette à mon frère. Puis justement, je sais pas quel âge j'avais, mais mon souvenir, c'est ça, c'est d'aller, mes grands-parents étaient à Trois-Rivières, puis on allait à Trois-Rivières, c'était un peu long, puis j'avais mon Walkman, puis j'avais Def Leppard dedans, puis même des fois, on mettait le splitter à écouteurs, Yann puis moi, puis on écoutait la musique comme ça, mais ouais. Mais c'est ça. Après Metallica aussi, là, j'ai eu ma petite passe Metallica, un peu comme tout le monde, là, l'album noir. Puis, oui, c'est quand même assez marquant, puis ça dépend des âges aussi. Il y en a qui sont... Moi, j'ai découvert Metallica un peu tard aussi, avec Injustice for All, c'était peut-être un peu trop élevé quand j'avais cet âge-là, puis le Black Album, puis après ça, je suis allé écouter le vieux, puis j'ai dit « Ah ouais, c'était ça, du trash! » Parce que j'avais écouté aussi, Anthrax, moi, ça avait comme fait « Oh oui! » Mais vous autres, vous êtes quand même pas mal dans, aujourd'hui, les shows qu'on se croisait, c'est des trucs plus extrêmes encore. Hein? Ouais. Fait que des trucs plus black, plus deathcore, plus death metal aussi. C'est quoi le top là, pour toi, là, ton band préféré aujourd'hui? Là, mettons là, que tu as tout le temps choisi ça. Mon band préféré, je te dirais, moi, ça va vraiment par période. Puis des fois, je reviens à d'autres, je reviens à d'autres. En ce moment, je te dirais que ça bûche pas trop parce que j'ai un gros boss sur Wind End, qui est comme plus un genre de stoner. Puis là, leur dernier album, puis il est plus grunge, là. Il fait un peu 90s. Puis j'aime ça aller au chalet puis relaxer avec un peu. C'est un peu c'est un peu déprimant en même temps, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais... DAO, THOU. Ouais. Un peu dans ce même beat-là, mais encore plus gras, grinçeux. Ils ont fait des covers de Nirvana, eux autres, hein, puis c'est capoté. Là. Ils ont fait un album complet. Là. Oui, je l'ai écouté, ça, là, oui. Ouais. Puis sinon, je aussi comme dans le death metal, Blood Incantation que je viens de découvrir. Ça, c'est assez weird, hein? Comme death, un death prog quasiment. Oui, c'est ça. Ouais, avec un peu de technique, là, puis des tunes de 10 minutes. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'aime ça, un peu leur genre d'inspiration, un peu ancienne civilisation, space, c'est ça. Et c'est ça, il y a des membres du band qui sont aussi, là, je ne pourrais pas dire lesquels, mais qui sont de Spectral Voice, qui est aussi comme un band que j'apprécie beaucoup ces temps-ci.
OK, ça, je n'ai pas écouté, mais Blood Incantation, quand l'album était sorti, là, c'était dans les tops de plein de magazines, tout ça, puis j'étais allé écouter ça, j'ai fait, oh shit, OK, là, des tonnes, là, épiques, là, de 7-10 minutes, vraiment, là, du lourd, mais intricate, là, complexe, dense. C'est le fun parce que des fois, du death, c'est straightforward, c'est comme, tu sais, quand tu écoutes des fois des classiques, mettons, de Cannibal Corpse, là, ça rentre dans le tapis, puis, mais le dernier de Cannibal Corpse, là, pas méchant, pour vrai. Là, je ne l'ai pas écouté, pour être franche. Ils ont un nouveau guitariste, là, Eric Rutan. J'en parlais avec Alex lors du dernier épisode avec justement Sébastien Croteau. Là, on jasait de ça, du Cannibal Corpse. Thierry, écoutez ça, c'est très bon. Je t'avais posé une question comme en amont pour que tu réfléchisses un petit peu. Selon toi, là, au niveau du métal, ça peut être un album, ça peut être un band, une tune, un vidéoclip. Qu'est-ce qui serait le plus horrifique selon toi? Qu'est-ce qui dégage de l'horreur, là, mais qui dégoûte? Moi, je l'ai trouvé vraiment tough, ta question. C'est le fun, quand on même, réfléchit. Parce que c'est ça. Mais parce que je trouve que le métal, en général, là, il y a beaucoup d'inspiration d'horreur là-dedans. Puis les démons, les squelettes, tout dans l'imagerie, souvent aussi dans le thème. Puis, fait que je trouve ça. Puis, il y a beaucoup de sous-genres, puis il y a autant de sous-genres d'horreur aussi. Exact. Puis, je trouve ça fantastique, justement. C'est exactement la réflexion autour de pourquoi je me partirais pas un podcast pour jaser de ça. Ça fait des années que j'interviewe des métalleux, des rockers, des Philip Anselmo, des Kirk Hammett, pour parler de films d'horreur, parce que c'est des tripeux de ça. Parce qu'il y a tellement bien à faire. Juste Black Sabbath, le nom vient d'un film d'horreur de Marie Baba. On dirait que ça a comme toute partie le bal. Puis après ça, comme tu dis, il y a autant de sous-genres de films d'horreur que de métal. C'est ça la beauté des choses. C'est comme un peu interrelié sans qu'on le sache trop, pourquoi, comment, mais c'est le fun de réfléchir à ça, parce qu'il y en a qui aiment l'horreur très glauque, très satanique, du black metal norvégien, puis qui sont allés tellement loin là-dedans, à tuer du monde, à brûler des églises, puis name it. Puis c'est très condamnable, mais c'est horrible, puis c'est vraiment horrible. Dans la réalité, là, c'est complètement fou. Puis d'autres trucs qui sont beaucoup plus gore, heureux dans le death, des pochettes de Cannibal Corpse, c'est hilarant. C'est ça. Ou t'en as d'autres qui vont avec carrément aussi, qui vont avec du vrai gore sur leur pochette. Là. Puis ça aussi, c'est comme des vraies photos, là, que c'est ça, ça va un peu trop... Comme Carcass, il a fait ça. Oui, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je la trouve vraiment top, la question, parce que, tu sais, c'est ça. Puis t'as Mais tu sais, la question, c'est, tu peux la tourner comme tu veux, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, je veux pas avoir le top type de tous les temps, ou quelque chose qui résonne avec toi, que tu trouves qui est vraiment cool. Une pochette, tu fais, ah, wow, tu sais, ça pourrait être une pochette, un poster de film, ou, je sais pas. Il n'y a rien qui te vient. Il n'y a rien qui me vient de spécifique. Là. J'ai pas trouvé quelque chose de spécifique, là, parce qu'on dirait que c'est un peu au feeling aussi, la même affaire. Puis, comme, tu sais, j'ai eu ma passe ado avec le black metal puis le doom metal. Puis ça, c'était totalement de l'horreur pour moi parce que c'était les vampires aussi. Puis c'était... fait que, tu sais, Cradle of Filth. Oui, Cradle of Filth, c'est un classique dans mon ado. Ça, puis My Dying Bride. Mais... c'est ça, fait que c'est pour ça que je trouve ça, je sais pas, mais comme tu sais... Si je te dis un vidéoclip métal à saveur horrifique qui t'a marqué... Mon Dieu, peut-être pas un en spécifique, mais je sais que, tu sais, c'est... Moi, ce que j'aimais, mettons, des vidéoclips de Tool, c'est pas nécessairement de l'horreur, mais c'est comme du cauchemar en même temps. C'est très... Tu sais, il y a des affaires un peu qui étaient... Tu sais, c'est space en même temps, un peu, mais c'est ça. Mais je te dirais peut-être ça. Je joue avec ça. Ben oui. Ouais, ben Jean-François Rivard, c'est ça. C'était ça aussi. C'était Stingfist là, qui avait vraiment trippé là-dessus. Puis pour vrai, quand on en a jasé, je me suis retapé toutes les vidéos de Tool, que c'est un band que j'ai beaucoup aimé dans les années 90. Puis à un moment donné, quand ça a été trop long avant qu'ils sortent un disque, je me suis comme écœuré. Là. Mais reste que leur clip, comme tu dis,
capoté. On n'avait jamais rien vu de tel. C'était tellement original. Puis, le fait que, on ne voyait pas le band, c'était déjà nouveau. Eux autres sont fous. Là, ils font des courts-métrages. Il n'y a pas de prestations. C'était super cinématographique. Là. Puis, c'est ça, Adam Jones, qui est le guitariste de Tool, complètement fou. Là, c'est lui qui réalisait ça. Puis, il travaillait dans l'industrie du cinéma aussi en parallèle avant que Tool commence. Puis, c'est comme wow, qui a amené ça ailleurs. Puis, je ne sais pas si tu as déjà vu Tool en show. J'ai vu A Perfect Circle. OK, quand même, tu as vu le chanteur. Tu l'as peut-être plus vu dans ce show-là. Tool, il reste dans le noir en arrière, puis on voit rien. Mais Tool en show, c'est la même affaire que... Mais c'est la même affaire que que les vidéos. Tu les vois pas. Ils ne sont pas éclairés, puis tu vois des projections des vidéos super creepy, tout ça, des montages, puis c'est assez impressionnant. Fait que, oui, parlons de trucs louches qu'on a vus à l'écran dans le temps des clubs vidéo parce que c'était comme la meilleure période pour écouter des films dans la vie. Moi, j'ai rien contre les plateformes parce que, on a accès à tout rapidement. Le film sort, on peut l'écouter le soir même, c'est cool, même pas besoin d'aller au cinéma. Puis, de toute façon, on pouvait pas y aller pendant un bout, là. C'est ça. Sauf que je m'ennuie personnellement d'aller au club vidéo avec des chums, puis passer 1 heure à m'astiner sur quel film louer. Ouais. Puis découvrir un film juste parce que la pochette. Ouais. Nous autres, on avait dans le temps, on avait le Vidéo J proche, puis c'était 7 films, 7 jours pour $7 dans le sous-sol. Puis il y avait, là, c'était fou, là. Puis c'était la section horreur au Vidéo J était incroyable, là. C'est ça. Ah ouais. Fait qu'on, on restait là, comme tu dis, c'était des heures, même juste pour choisir ou pour regarder les pochettes. Puis, tu sais, on dirait, je sais pas, il y avait quelque chose dans les pochettes aussi dans la section horreur, là, que c'était, ça nourrissait l'imagination, là. C'était vraiment cool. On n'avait pas juste le cover, on avait l'image en arrière, on avait le petit résumé un peu trompeur, le tagline. Quand on est sur les plateformes, on voit des fois un petit bout de bande-annonce, on voit les pochettes, on scroll, puis il y a un contact physique qui se fait pas, on l'a pas dans la main, le lien est différent, on dirait que c'est comme tellement interchangeable. Si tu es au club vidéo, tu l'as dans la main, on dirait que tu soupèses le poids, là, comme Indiana Jones, je vais-tu le prendre? Mais il manque de ça, puis je sais que vous êtes des collectionneurs aussi, je me rappelle les soirées avec chez Jarrett, quand on faisait des échanges de cassettes, c'est vraiment nice. Puis moi, j'écoute encore des cassettes, même si des fois, si je l'ai encore en Blu-ray, je vais probablement écouter le Blu-ray, mais je vais sûrement avoir la cassette sur la table en avant de moi. Juste parce que. Parle-moi d'un des premiers films, l'une des premières pochettes là, que tu l'as souvent regardé, tu n'as pas eu le gars de la louer, tu pouvais pas parce que tu n'avais pas l'âge, puis à un moment donné, tu l'as loué. J'en vois une en arrière de toi, là. Ah, mon assez Dieu! iconique, hein? Ouais. Oui, en plus, celle-là est particulière parce que c'est Anthropophagus, mais c'est la version Anthropophallus. Oui! Qui était la version français, qui était québécoise. Oui, qui était un peu comme une erreur de traduction. Puis qu'on avait au Vidéo J, on l'avait celle-là. Ouais. Je me rappelais pas que c'était le même en français. Phallus, oui, hein? C'est assez drôle, pareil. Mais c'est ça, une pochette qui m'avait vraiment, vraiment impressionnée dans la section horreur quand j'étais plus jeune et que j'ai fini par jamais louer, puis j'aurais vraiment aimé ça, voir ce film-là, à cause de la pochette. C'est le visage d'une femme renversée, puis c'est un gros plan sur ses yeux, puis il y a une paire de ciseaux dans ses yeux. Et là, le titre m'échappe parce que j'ai un blanc de mémoire. C'est-tu La Nuit des Traqués? Oui, c'est ça. La Nuit des Traqués. C'est exactement ça. Mais je me rappelle pas c'est quoi en anglais, le titre original. C'est-tu comme un genre de film italien? Je pense que c'est un film italien, si je ne me trompe pas. Puis je sais exactement la pochette parce que c'est freak, là. Tu vois la tête déjà à l'envers, puis
ciseaux plantés des yeux. Ils sont plantés dedans, puis il y a eu un petit mouvement, là, parce que tu vois que les yeux sont détruits, puis c'est très réaliste. Puis ça m'avait marqué, là. Mais je l'avais pas loué, celle-là, j'avais pas eu le guts. Puis maintenant, il est trop tard, mais je devrais l'écouter. Je pense que je l'ai jamais vu. Mais sinon, il y a aussi une pochette iconique de Street Trash. Ah ben oui. Celui-là en français? Hein? Le corps à vidange? Corps à vidange, oui. Oui, ben oui, c'était corps à vidange. Ouais. Ça, j'ai vu. Ben oui. Puis, tu sais, je pense qu'en français, on avait la pochette de France, tu sais, avec les bottes, le dessin des bottes. Ouais. Puis avec le morceau de moignon là, fondu. Parce qu'en anglais, tu sais, Street Trash, je pense que c'était comme la séquence que le gars, ils font dans la toilette. C'était une toilette. Là. Fait qu'on était chanceux. Moi, je trouvais que ces bottes-là, avec le moignon dedans, c'était tellement comme, oh shit, ça va être vraiment fou, ce film-là. Il y a des gens qui fondent là-dedans. Tu vois, un membre coupé. Puis, c'est drôle parce que je restais à un moment donné, mes débuts à Montréal, en appartement avec un de mes chums. En dessous de chez nous, il y avait un autre de mes chums qui restait là. Puis, on avait chacun une copie de ce film-là, Corps à vidange. Puis, on trouvait ça vraiment cool d'avoir 3 copies sur 2 étages du même film ultra trash qui est très cool puis qu'il faut vraiment avoir. Tu sais, c'est trash. Puis ça pourrait tellement être jamais fait aujourd'hui. Là, c'est tellement politically incorrect, ce film-là. Là. Misogyne à l'os, l'espèce de gros dégueu là, dans son dépotoir. Là, c'est le pire humain sur la planète. T'as le gars qui travaille au dépanneur là, qui vend là, du Viper pour une pièce au clochard là, pour le fun. Ah non, mais c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu ça, messieurs, dames, qui visionnent ou écoutent le podcast, il faut absolument écouter Street Trash. Hein. Qu'est-ce qui est génial là-dedans? C'est Roy Fromcole qui a été impliqué là-dedans. Puis lui, il avait été un proche de George Romero. Il avait réalisé Document of the Dead, qui était le documentaire sur Dawn of the Dead dans le temps. Ouais, Street Trash, wow, quelle pochette. Moi aussi, tu sais, ça a pris un certain temps au Club Vidéo avant que je la loue, puis finalement, je l'ai acheté par la suite parce que c'est comme, quand tu tombes là-dessus. Mais, tu sais, Anthropophalus. Est-ce que c'était, non, pour moi, ce film-là est tellement, c'est tellement un nanar, tu sais, c'est tellement un gros navet parce que la pochette est tellement malade. Le gars, il mange ses tripes. Mais t'écoutes le film, il y a comme 2 séquences de 2 minutes qui valent la peine dans tout le film. Est-ce que ça s'appelle la déception que tu as eue quand tu as vu ce film-là à la fin? Oui, tellement que j'ai effacé le souvenir de ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai vu, puis c'est ça. Non. Mais je me souviens plus, mettons, on dirait quand tu vois la pochette, tu t'attends un peu à un Cannibal Holocaust. Ouais, hein? Que je recommande pas nécessairement aux gens à voir. Tu peux le voir dans ta vie, tu peux ne pas le voir, c'est correct. Mais c'est ça, mais c'est pas, ouais. Lequel que tu ne recommandes pas? Anthropophalus ou Cannibal Holocaust? Ben, peut-être les deux. Parce qu'on s'entend que Cannibal Holocaust, c'est quand même c'est un film qui fait mal, hein, parce que c'est comme c'est pas recommandable dans le sens que ça torture le spectateur autant que les personnes à l'écran. Voir des séquences de viol, c'est jamais le fun. T'sais, quand tu es jeune, tu cherches les films les plus provocants, mais tu en consommes, tu en vois plein. Moi, Lancers of the Left, j'ai l'écouté avec des chums, puis on était sur le choc. À la fin, on était content, il y a le payoff de les méchants se font tuer à coup de chainsaw, mais reste que tout ce sous-genre-là du rape revenge là, et que je serais plus capable d'écouter ça aujourd'hui, puis je veux plus en réécouter non plus. C'est drôle hein, comment les époques changent, puis notre vision des films aussi. Je revisite ces temps-ci des films de 1981, les slashers qui sont sortis cette année-là. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand j'ai réécouté certains films, je me suis rendu compte que c'était quoi? C'était The Burning, The Burning, que j'ai beaucoup aimé, avec Cropsey, le gars qui s'est brûlé et tout. Je pense que je ne l'ai pas, celui-là, dans ma... Non? Carnage, version française Carnage, c'est avec Holly Hunter.
qui a joué dans Crash par la suite de Cronenberg. Puis Jason Alexander, qui a joué dans Seinfeld, tu sais, qui faisait George, le petit gros chauve, puis des petits rôles. Puis Tom Savini faisait les effets spéciaux, qui a fait ça l'année d'après Friday the 13th. Puis c'était produit par Harvey Weinstein. Puis c'est lui qui a écrit le scénario. Fait que, tu vois déjà que c'est un gros dégueulasse. Il devait sûrement être dégueulasse dans ce temps-là aussi. Puis les personnages de gars, c'est tous des morons qui veulent à tout prix coucher avec les filles puis qui sont en tabarnak quand les filles ne veulent pas. Fait que j'écoutais le film avec mes yeux d'aujourd'hui, que je me rendais pas compte à l'époque que ces gars-là, ils incitaient peut-être un peu trop, tu sais, puis que... Non, ben, j'avais un malaise un peu, là, tu sais, j'écoutais ça, puis les effets spéciaux, bon, encore, les meurtres, c'est cool, mais les comportements des gars, c'est comme, ah ouais, hein, ça passerait pas aujourd'hui, ça. Tu sais, je pense qu'il se serait posé plus la question sur, c'est-tu approprié, ça? Tu sais, c'est-tu... on veut-tu que tous les personnages de gars, c'est des morons? Tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct parce que c'est le fun. Tu sais, il y a le payoff, quand il se fait dessus, t'es content. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, The Burning, en tout cas, si tu l'écoutes, si tu visionnes ce film-là, qui est quand même je vais me mettre dans intéressant. Ouais, tu te mettras des lunettes de 2021, tu vas faire « Ah, ouais, hein, Weinstein ». Mais il y a des séquences malades dans ce film-là. Comme Savini, c'est la séquence du radeau, là, c'est la séquence du film qui est hallucinante. Il y a comme 6 personnes qui sont tuées là, en 40 secondes. C'est magique. Non, mais pour vrai, là, en termes de slasher, là, écoute ça. Je vais checker. Sinon, ben, tu sais, j'aime ça jaser des sous-genres préférés de mes invités. Puis, tu sais, je devine que la comédie horrifique, là, tu sais, genre Evil Dead 2, là, tu sais, ça fait partie un peu de votre ADN. Tu sais, on s'entend que tu sais, quand Bagman 3 fois. Attention. quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, on est chez Sam Raimi, chez Peter Jackson. Tu sais, c'est comme wow! Enfin, quelqu'un qui décide de faire quelque chose comme ça, comme moi j'ai consommé tous ces films-là au Québec. Puis avec $0, avec du papier mâché, avec du colorant alimentaire. Moi, des films qui t'ont nourri puis qui t'ont donné le goût de faire des films. Ouais, ben ça tu t'es nommé, là, Peter Jackson, Sam Raimi, c'est des... Probablement que sans eux, ben, je sais pas, là, peut-être qu'on n'en aurait pas fait des films, je sais pas, mais je pense que ça, c'est ceux qui nous ont donné vraiment la piqûre, là. On dirait que c'est d'aller chercher un genre d'émotion en même temps parce que c'est comme c'est du gore, c'est super dégueulasse, c'est super rough, mais en même temps, c'est juste drôle parce que c'est de l'entertainment. Puis, je sais pas, tu regardes ça, t'as l'impression que les gens qui ont fait ça, tu sais, qui ont été là-dessus, ils se sont fait du fun, puis ça, je sais pas. Fait que c'est sûr que eux, c'est des grosses influences, puis c'est ceux qui nous ont vraiment poussé peut-être à y aller, tu sais, à faire les films, tu sais, parce que aussi, à faire le plongeon, là. Tu sais, quand tu écoutes Evil Dead 1, pour des aspirants réalisateurs, tu vois ça, tu te dis, hey, je pense que je pourrais le faire là, dans un chalet. C'est pas grand déploiement. Qu'est-ce qui est le fun avec ce film-là? Surtout le premier, c'est l'inventivité des plans de caméra. Puis, c'est comme, il le dit souvent, là, Sam Raimi, il faisait Three Stooges, mais version horreur. Un gars qui mange des volets, puis tu ris. Là, c'est ça, ouais. C'est génial. Puis, tu sais, c'était pas grave si ça avait l'air faux. Puis, comme je pense, vous autres aussi, vous avez dit ça avec le Bagman, tu sais, c'est comme, on s'en fout en même temps que ça marche. Puis, tu sais, des fois, dans le montage, tu peux vraiment comme juste t'arranger pour que le dynamisme de la patente, tu sais, masque un peu les effets, tu sais, un peu... Ben, c'est ça, puis on appelle ça un peu du Bugs Bunny pour adultes, là, du slapstick, c'est ça, du slapstick gore, là. Mais... Oui, c'est ça aussi, c'est quand t'as pas beaucoup de budget aussi, puis tu commences, puis on dirait que quand tu vas aller dans le gore, puis tu vas dans l'humour, tu t'en sors mieux si t'as pas de budget pour faire des effets spéciaux réalistes, tout ça, il y a personne qui va t'en vouloir, tu sais, parce que dans le fond, tu sais, le gag est aussi important, puis c'est comme le fait que c'est over the top, puis que ça n'a pas l'air réaliste aussi, qui rend la chose encore plus intéressante, là. Ouais. Puis tu sais, le overacting, le fait que c'est vous autres même qui jouiez dans le film, mais tu sais, c'est du overacting, mais tu sais, vous étiez
vous étiez investi dans vos rôles, là. Même si c'était comme, vous étiez tous des amateurs, tu sais. Moi, là, tu sais, Johan qui dit, ain't such thing like a chicken wing, là, tu sais, moi, je riais à chaque fois, tu sais, c'est comme ça, n'a juste pas de bon sens. Puis toi qui cries, là, ah! C'est juste génial, là. Pour vrai, là, tu sais, quand j'ai vu ça à Space, hein, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, vous êtes arrivé avec d'autres films tout le temps, puis, tu sais, tout le temps avec un niveau de professionnalisme qui augmentait à chaque fois, puis plus de style encore, puis, tu sais, votre école, vous l'avez faite, tu sais, en écoutant des films, carrément. Ben, je sais que tu as étudié au Cégep du Vieux, puis, tu sais, vous avez quand même, tu sais, des bases, sauf que, tu sais, on échantillonne un petit peu des trucs qu'on a vus, puis c'est important. C'est comme Tarantino, lui, c'est là qu'il a fait son école. Il travaille avec le vidéo, puis il se gorgeait de films, puis je pense que c'est important c'est ça aussi. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on est des cinéphiles aussi, on en consomme beaucoup. Fait que c'est sûr que. Puis tu sais, quand t'as écouté aussi. Tu sais, tu t'inspires un peu de tout ce que tu as connu dans ta vie aussi, de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti, vécu. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça rentre là-dedans. Même des fois, ça peut être inconscient, des fois, c'est conscient, mais c'est... Ouais. Fait que nous, c'est vraiment comme ça qu'on a appris. Puis c'était vraiment pour nous un défi qu'on se donnait aussi à chaque nouveau court-métrage, c'était d'essayer de gagner en qualité aussi, puis parce qu'on se disait le Bagman a une super belle réaction à Space, là, c'était comme on n'en revenait pas, là. Ben c'est ça, fait que tu sais, on se disait ça donne le goût de continuer. Hein. C'est ça, le prochain, on peut pas faire quelque chose de moins, tu sais, il faut qu'on fait que, puis justement, c'est ça, réaliser tout ça, tu sais, vous avez tout le temps produit, tu sais, tout le temps produit le soir, les week-ends avec des amis, puis tout ça, tu sais, pas d'argent, c'est pas grave. Puis ça a payé, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, vous avez réussi à monter un projet qui a attiré des producteurs d'ailleurs, Nouvelle-Zélande, tout ça, tu sais, c'est wow! Tu sais, moi, quand j'ai eu l'opportunité, puis la chance, le grand bonheur d'aller sur le plateau de Turbo Kid, dans la carrière, en plein milieu de Montréal, puis je vous ai vu travailler un petit peu, puis j'ai tellement trouvé ça cool avec le grand monument du cinéma canadien, Michael Ironside. Parle-moi donc un petit peu de comment ça a été de travailler avec cet homme... plus grand que nature. Oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est assez fou parce que même quand on écrivait Turbo Kid, un peu notre inspiration pour le personnage de Zeus, c'était Michael Ironside. Des fois, tu te mets comme des acteurs ou tu te mets des personnages dans ta tête quand tu crées, puis mais tu sais, on n'aurait jamais pensé là, que c'est notre premier long métrage. C'est comme pour nous, c'est un grand, là, c'est ça. Il a joué dans des gros films quand même. Total Recall, c'est pas rien. Scanners, Starship c'est une icône, là. Ben oui. Oui. Puis ça s'est un peu fait comme drôle. La rencontre aussi a été comme un peu le destin. Oui, c'est au TIFF, c'est un peu le destin. Ouais. Puis on raconte l'histoire, moi, c'est vraiment comment moi j'étais dans cette histoire-là, c'est que finalement, moi, je m'étais fait mordre par une araignée, fait que j'ai pas pu aller au TIFF. Oh moi, non! C'était à Montréal. Ouais. Non, c'est ça. Fait que moi, j'étais en train de me faire donner une intraveineuse d'antibiotiques quand j'ai reçu le texto avec genre à l'hôpital. Oui, avec la photo c'était Johan François qui avait rencontré Michael Ironside dans le cocktail au TIFF, puis mon texte c'était ça. J'étais comme, what? À l'hôpital de même. Mais c'est ça, c'est un peu le destin de cette rencontre-là. Puis oui. Puis le fait qu'il a embarqué, qu'il a aimé le script, on a eu des premières rencontres Skype, tout ça. Puis, vous n'aviez jamais réalisé de long métrage. Ça peut faire peur à un acteur, justement, qui en a vu un puis un autre, là, des réalisateurs, des jeunes, des moins jeunes, tout ça. C'est ça. C'est cool qu'il vous a fait confiance.
Oui, il nous a fait confiance, mais au début, il nous a testé quand même, c'est ça. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je sais qu'il est capable. Hein? Il a du caractère. Fait qu'au début, il a fait un peu son territoire, tout ça. Il nous a testé, puis on a réussi à lui montrer qu'on avait une vision puis qu'on savait ce qu'on faisait. Puis ça a pris comme quelques jours avant que le genre de, justement, de tiraillement, c'est ça. Puis là, il nous a fait entièrement confiance. Puis il a compris qu'on savait ce qu'on faisait, puis qu'on avait notre vision, puis il était vraiment game. Puis c'était pas des conditions faciles non plus. Ben non, c'est ça. Vous n'avez pas un budget limité non plus. Fait que, c'était quand même, on faisait attention aux sous pour pas trop dépenser. Puis, exactement. Il n'y avait pas du luxe. Non, il n'y avait pas de luxe. On n'avait pas beaucoup de temps. Il y avait aussi les conditions météorologiques qui étaient assez rough. Puis, tu sais, je me souviens, justement, tu sais, à un moment donné, lui était dans ses journées de congé, mais il est venu nous rejoindre sur le tournage cette journée-là. Ah ouais. C'était justement comme quand tout c'était... Tu sais, quand il nous a fait confiance, puis qu'il nous a comme accordé toute sa confiance, puis c'était... C'est ça, il est descendu on tournait la scène de la piscine, là, le combat dans la piscine, puis il est descendu dans la piscine, puis moi, j'étais au moniteur, puis j'ai entendu en arrière de moi « Hey, darling », puis j'étais comme... Avec sa voix. Sa grosse voix, c'est ça, puis il était là, il voulait juste voir comment ça allait, puis nous donner comme un petit boost de confidence, puis tout ça, puis on s'est beaucoup attaché à Michael Ironside, c'est comme un father figure du cinéma pour nous autres maintenant, là, puis on se tient au courant de nos affaires, puis il est vraiment très, très, très généreux. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, tu sais, moi, j'ai pas la misère à comprendre que il faut quand même que tu fasses tes preuves parce que je l'ai vécu. Quand je suis allé sur le plateau, c'était justement aussi de faire une entrevue avec Michael Ironside, là, en vue de l'article que j'ai écrit pour Rue Morgue. Puis, quand je suis arrivé, j'étais le premier. C'était pendant son heure de lunch. Là, on avait vu le tournage d'une scène ou deux avec vous autres et tout. Puis, j'étais le premier à passer. Il y avait moi, puis il y avait deux autres journalistes, donc quelqu'un de Éco-Vedette ou La Semaine. Tu sais, des gens je les entendais jaser, là, puis ils n'étaient pas informés, mais vraiment pas. Là. Puis les autres, ils s'en allaient interviewer Laurence Leboeuf, puis ici, Michael Ironside. Tu sais. Puis moi, là, je savais tout. Là, tu sais, là, j'étais prêt. Là, j'avais hâte de jaser de tout ça, puis de jaser de Total Recall, puis de voir comparer les tournages, tout ça. Mais quand je suis arrivé, j'étais le premier. Ça y tentait comme pas. Puis t'as cassé la glace. Ouais. Puis aïe, j'ai trouvé ça tough. Puis à la fin de l'entrevue, là, il a commencé à faire OK, là, je pense qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Puis là, il a commencé à abandonner un peu plus. Puis à la fin, j'ai dit, ça n'a pas trop fait mal. Il fait, non, c'était bien cool. Puis là, j'ai sorti mon vidéodisque de scanner. Il fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais, il n'avait jamais vu le format vidéodisque. Oui. Puis là, il capotait. Puis là, il a pris la photo avec moi. Puis il était smart. Si j'avais passé après Éco-Vedette, je pense qu'il m'aurait vraiment aimé. Il aurait vu c'est quoi quelqu'un qui connaît absolument pas le genre. Tu sais, ça arrive. Enfin, quelqu'un qui connaît ça. Fait que, tu sais, des fois, le contexte aurait pu m'aider, mais wow! J'ai pédalé, là, je suis devenu rouge, là, parce que j'ai posé la question. La question que j'ai posée et qu'il n'a pas aimé, c'est je me demandais de qui vous êtes inspiré pour créer ce personnage-là, tout ça. Puis je peux pas te dire mes trucs. Je fais, c'est comme un magicien qui peut pas donner ses trucs. Non, mais c'est comme un funambule, là, tu sais, je peux pas t'expliquer ça. Je fais comme, OK, là, c'est quoi qu'il faut que je dise pour qu'il soit content? Mais en tout cas, c'est chapeau. Pour vrai, là, vraiment, moi, j'ai adoré Turbo Kid. J'étais vraiment content. La première mondiale, la Fantasia, de voir enfin un long métrage de vous autres avec... sur grand écran, avec la foule de Fantasia, qui n'est pas n'importe qui. La foule de Space était 40 aussi, mais tu sais, Fantasia, c'est débile. Wow. Puis après ça, il y a eu Summer of 84, tu sais, qui est quand même
vraiment nice. Un film, vous êtes allé à l'étranger, au BC. Au BC. Mais là, c'est un autre ton, hein, parce que l'humour est là, mais on est moins dans le cartoon. C'est quand même un changement de registre. Puis là, où c'est que vous en allez? Là? C'est quoi qui s'en va? Parce que là, notre heure est presque finie. Là. Je sais que, vous parliez de Turbo Kid, la suite, tout ça. Est-ce que vous êtes en écriture là-dessus? Oui, l'écriture est terminée de Turbo Kid 2. Fait que là, c'est ça, on est en financement, on se croise les doigts. C'est le bout qui est tout le temps un petit peu plus stressant. Oui, c'est ça. C'est le où tu n'as pas de temps de contrôle, puis tu laisses, puis c'est ça. Puis t'espères que c'est ça, mais ça, tu sais, c'est ça, on peut pas rien... je sais pas quel sera le prochain. On était supposé être en tournage l'année passée, en mai. Ça a été repoussé. Ouais. Puis on était supposé d'être en tournage aussi cette année, en mai. Deux projets pas annoncés que vous avez présentement dans les plans. C'est ça. Puis c'est ça, qui n'arrivera pas. Puis est-ce que c'est des tournages au Québec ou non, c'était ailleurs. Celui-là était ailleurs. Puis c'est ça. Okay. Donc ça, ça brise le cœur un peu parce que c'est beaucoup de temps investi, tout ça. Puis beaucoup de passion. Parce que nous autres, quand on fait un projet, on prend un projet qu'on est passionné, c'est ça. Mais on a quand même quelques projets en développement qui sont aussi quasiment toutes à l'étape du financement, casting, tout ça en ce moment. Fait qu'on se croise les doigts. Plusieurs cartes, le prochain arrive, là, tu sais, on espère avoir une opportunité peut-être de tourner cette année. Fait qu'on se croise les doigts pour ça. On peut rien. C'est toujours qu'est-ce qu'on dit, un film qui fait Greenlight, c'est un miracle. Oui, il y a tellement de projets. Ouais. Puis comme on a vu, des fois, ton film est Greenlight, mais il se passera pas quand même. Fait que c'est ça. Là, on se croise les doigts pour ce qui s'en vient, mais on a pas mal de projets en développement, je pourrais dire. On a des films d'horreur, on a un trailer, on a aussi de la comédie d'horreur. Fait que Est-ce que c'est des projets, parce que je sais qu'au Québec, c'est quand même assez tough le financement, en particulier pour le cinéma de genre, parce que le Québec, on dirait qu'on est un peu frileux là-dessus, puis pour plein de raisons, pas une mauvaise raison en fait, parce que c'est quand même des genres qui fonctionnent bien habituellement, le cinéma de genre, la science-fiction, le cinéma d'horreur, tout ça, les gens sont friands de ça, c'est tout le temps ça qui est dans le top du box-office, mais je trouve ça dommage quand même que les institutions au Québec prennent pas ces risques calculés-là. On dirait qu'on préfère avoir des films intimistes ou des films d'art qui vont voyager beaucoup dans d'autres sortes de festivals, parce que tu sais, le cinéma de genre, ça voyage dans beaucoup de festivals aussi. Il y a beaucoup de festivals de genre partout dans le monde. Sauf que, tu sais, c'est les Locarno, c'est les Cannes, c'est les Venise, c'est ces films-là, on dirait que les institutions, ces festivals-là, en tout cas, on dirait qu'ils comptent pour les institutions, on dirait. Mais tu sais, on a l'exemple avec Turbo Kid qu'il a fallu que ça y est à l'étranger. Ça, c'est le vrai étranger, en Nouvelle-Zélande, pour avoir du financement. Est-ce que c'est des projets que vous avez concoctés puis vous avez pitché avec Frontières encore ou c'est dans d'autres canaux? Non, là, c'est avec des contacts qu'on avait ou des contacts qu'on a eu, des nouveaux contacts aussi. Voyager dans des festivals, là, on fait des contacts. Oui, c'est ça. Puis on a des agents aussi, là. Des agents à LA qui donc on lit beaucoup de scripts aussi, on fait beaucoup de meetings avec des producteurs. Puis mais on est chanceux, nous autres, on pourrait dire que j'ai comme l'impression vraiment que ça change là, la vision du film de genre parce que on a eu quand même le soutien de Téléfilm sur Turbo Kid, mais aussi dans des développements de scripts qu'on a écrits, qu'on peut pas annoncer non plus, mais qu'on a eu le soutien de la SODEC puis de Téléfilm quand même sur plusieurs de nos projets. Il y a un shift qui se fait. Tu sais, je pense qu'il y a des films, tu sais, comme justement, le fait d'avoir Turbo Kid qui a voyagé beaucoup, c'est qu'il y a eu un succès quand même. Puis Les Affamés, Robin Aubert, tu sais, ça a été distribué quand même un peu partout, Netflix, tout ça, jusqu'au déclin. Hein, je pense que j'ai le bon titre. La production de Netflix qui est
pas un film d'horreur, mais presque. Tu sais, on dirait que c'est en train de délier les cordons de la bourse tranquillement. Tu sais, pour vrai, c'est encourageant, en tout cas. Oui, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle ouverture, là. Mais c'est sûr qu'il faut continuer le combat pour le film de genre. Puis avant de s'exciter, j'aime ça demander, c'est quoi le top 3 là, de tes films préférés de tous les temps là, au niveau horreur? Là. Moi, je suis fatigante parce que c'est encore au feeling puis à la période de ma vie. Ben oui, ça change. Puis des fois, je reviens, des fois, j'ai le goût de... Ben oui, tellement, c'est correct. Je peux te le demander dans 6 mois, puis si ça serait quelque chose que tu aurais revisité puis que ça te serait repopé dans la tête, là. Mais je trouve ça tout le temps dur. Puis les films d'horreur, il y en a beaucoup que j'aime. Il y a des classiques, il y a des films un peu plus récents aussi que je vais aimer. Fait que c'est comme... Ou des suggestions récentes d'abord. Moi, je suis bien lousse. Je peux te virer ma question de bord. Là. Des suggestions récentes. Là. Quelque chose que tu as vu il n'y a pas longtemps. Ça peut être sur Netflix, ça peut être sur Shudder, ça peut être un Charles Factor que tu as acheté. Je pense pas que j'ai vu de film d'horreur récemment, par exemple. Mais tu sais, je te dirais comme le plus récent que j'aime recommander, que j'aime beaucoup, puis que pour moi, il doit être dans mon top. Je sais pas si c'est mon top 3, mais The Innkeeper de Ty West. Ouais. Qui est pour moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Puis House of the Devil aussi, c'est mais je le mettrais peut-être pas dans mon top 3. Je les mets ensemble, tu sais, j'ai mis ensemble parce que je veux pas qu'ils prennent 2 places. Mais oui, Ty West, très le fun, tu sais, dans la gang à Fessenden, Larry Fessenden, Glacier et Pix, sont le fun. Mais Ty West, je me rappelle d'avoir vu à Fantasia, son premier film, c'est The Roost. C'est un film de chauve-souris. C'était comme petit budget. Je l'ai manqué et je l'ai jamais vu après. Fait que j'essaie. Ouais. Puis pourtant, je suis fan de. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'était comme. Tu voyais le potentiel, mais c'était pas encore grand-chose. Moi, j'avais pris un guest parce que justement, sa connexion avec Larry Fessenden qui a fait Wendigo, puis qui a fait The Last Winter, puis un paquet de trucs indépendants, vraiment le fun. Puis The Roost, je me rappelle avoir trouvé ça intéressant, mais d'avoir vu le potentiel. Puis quand j'ai vu House of the Devil, j'ai fait « Ah ouais, hein, ça c'est cool, tu sais, Rosemary's Baby avec Halloween, ça marche avec le côté super vintage 80 avec la musique, là. » Ah ouais. Mais Innkeeper, on dirait que je l'ai écouté, j'ai oublié. Tu sais, il y a des films comme ça. Oui, ça se peut. Mais moi, je sais pas, j'ai vraiment connecté avec ce film-là à cause des personnages, des settings. Il y a quelque chose d'un personnage que je me suis vraiment attachée au personnage. Je trouve pas que c'est un film parfait, mais j'ai toujours du fun à l'écouter, puis j'aime ça le recommander parce que j'ai vraiment trippé à ce film-là, puis il va rester une place. C'est-tu un film avec un genre de duo d'investigateurs paranormaux? Non, ben c'est un hôtel, un genre d'hôtel qui va fermer. Fait que c'est pas des investigateurs, mais ils décident d'investiguer. C'est comme 2 personnes qui travaillent un peu comme 2 losers qui travaillent dans cet hôtel-là. Okay. Puis il y en a un des 2 qui a comme un site web de paranormal. Fait que là, il embarque l'autre un peu pour essayer de uncover le secret du fantôme de l'hôtel, c'est ça, avant qu'il soit démoli, puis c'est ça. C'est un peu ça. Ça se passe en une nuit. Tu m'as donné le goût de le réécouter, puis tu sais, je l'ai. Je suis un collectionneur aussi, là. Fait que dans mon club vidéo personnel, en bas, dans le sous-sol, je l'ai dans la section cinéma d'horreur indépendant. C'est bon. Puis sinon, il y a The Thing de John Carpenter, qui est comme un de mes... Ça, c'est un de mes... Je veux dire, je l'ai vu beaucoup trop jeune aussi, là. J'ai vu beaucoup de films beaucoup trop jeunes, puis tu sais, il y a des chiens là-dedans. Ça se passe pas bien pour les chiens. Puis moi, quand il y a la mouche aussi, ça se passe pas bien pour les chiens, ça m'a traumatisé. C'est comme des films qui sont comme gravés dans ma mémoire. Faut pas faire mal aux chiens. Non, faut pas, ça me fait pleurer. Écoute pas John Wick. Je l'ai écouté. J'ai réussi à toffer. Ouais. Non. Et tout ça à cause qu'ils ont tué son chien. Ouais. Ben, il mérite ça. Ben, ça. Ouais. Mais The Thing, là, pour vrai, là. The Thing, ouais. Ça, je pourrais le mettre dans le top 3. Bon. Ça, je pourrais le mettre dans le top 3 permanent, là. C'est correct. C'est tellement. John Carpenter, il faut qu'il soit dans le top 3. C'est vrai qu'il revient tout le temps à date. Ouais. Tout le monde que j'ai parlé à date, là, tout le monde parle de John Carpenter. Puis, pour vrai, là, pourquoi les gens ont arrêté de donner de l'argent pour faire des films? Je sais pas. C'est absurde. Je sais pas.
Puis nous, lui aussi, c'en est un c'est sûr qui a influencé puis qui a fait en sorte qu'on fasse des films. Là. Puis on s'en inspire beaucoup aussi parce que c'est un maître. Là. Ben oui. Ouais. Puis je vais en trouver un troisième. Ah, ben moi, il y a une affaire qui me fait vraiment, que je suis vraiment fan de, autant dans les jeux vidéo que c'est l'horreur dans l'espace. Ouais. Fait que je vais mettre la franchise d'Aliens dedans. Ah, ben non, mais c'est pas vrai. Là. Surtout dans les premiers, là, c'est ça. Ben oui. Il y a un chien aussi pour qui ça se passe mal dans un d'Aliens. Oui, le troisième. Le 3. Ouais. Carrément. Non, pour vrai. Giger, la créature, l'univers, le vaisseau, tout est parfait. Ouais. Moi, Alien, là, c'est moi. Puis en plus, puis dans mes questions que j'ai skippées, je pose jamais nécessairement toutes les mêmes questions à mes invités parce que moi, je laisse la conversation aller. Mais je me demande souvent, c'est quoi la franchise que tu es obligé de voir le suivant, que tu peux pas en manquer un dans ta vie. Puis, je trouve que Alien, ils ont vraiment réussi, à part si on fait fi là, de Alien versus Predator. Parce que c'est pas dans la même classe, là, mais les films d'Alien, les 4 films qui constituent la vraie franchise d'Alien, parce que moi aussi, je vais faire fi aussi de ce que Ridley Scott a fait après, parce qu'ils sont pas au même niveau. Ils sont allés chercher des réalisateurs. Tu as comme Ridley Scott qui a fait un chef-d'œuvre en partant, intimiste, une créature on la voit quasiment pas, c'est juste fou, avec l'univers de Giger, c'était comme wow! Puis après ça, il y a même James Cameron dans la franchise, action à fond, plein de créatures, avec des personnages de malades. Lance Henriksen, Bill Paxton sont juste incroyables. Après ça, de David Fincher, voyons encore quelqu'un un génie du cinéma, que moi j'adore son cinéma, même s'il n'y a pas eu la latitude qu'il aurait pu avoir avec ce film-là. Jean-Pierre Jeunet, qui, Délicatessen, c'est un chef-d'œuvre, La Cité des Enfants perdus. Il fait un Alien. Tu sais, sérieux, c'est jamais arrivé dans une histoire de franchise, à part, mettons, des James Bond qui vont chercher des grosses pointures, mais dans le cinéma de genre, tu sais, c'est pas... il y en a pas. Alien, c'est parfait. Hey, merci, Anna, d'avoir pris le temps de jaser de tout, de rien, de films d'horreur, de métal, de jeux vidéo avec moi. Puis, on va rester branchés en ligne, voir c'est quoi tes prochains projets. On va sûrement jouer aux jeux vidéo de Turbo Kid 2022, je pense. Oui, j'ai hâte, moi aussi. Puis, je l'ai essayé un peu. J'ai essayé un peu de gameplay. J'espère. C'est cool. Ça va être le fun. Puis j'espère te recroiser dans un show cette année. Bientôt. Cet automne, là, on va se croiser les doigts. On se croise les doigts. Ouais. Ça ferait du bien. Hey, merci. Puis, merci pour l'invitation. Pas de problème. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.